Didier, bonjour. Bonjour. Alors vous nous dites que dans le contexte actuel, ceux qui jouent les indices risquent de s'ennuyer ferme en 2019. Pourquoi? Oui, alors ils ne sont pas ennuyés en 2018, incontestablement. Ils auraient peut-être préféré s'ennuyer. Oui, exactement. Il ne faut pas considérer que l'ennui est mauvais en soi, si on peut en tirer quelque chose de positif. L'an dernier, on était dans une situation, on en a parlé ensemble à maintes reprises dans le courant de l'année, une situation qui allait se terminer par une collision. Et donc elle a eu lieu. La collision, c'était quoi? C'était tout simplement ce moment du cycle très classique où les perspectives de croissance baissent. On est en haut de cycle et l'économie commence à ralentir, mais les banques centrales ne peuvent pas encore baisser la garde pour diverses raisons. Dans le cas des États-Unis, c'est parce qu'il commençait à y avoir quelques petites tensions d'inflation. Et donc vous avez ce moment qui est toujours compliqué pour les marchés, où l'économie ralentit, les taux d'intérêt montent, forcément cocktail explosif, collision et correction. Donc c'est l'histoire de 2018, dont beaucoup se seraient bien passés ou n'ont pas vu venir, mais qui est absolument classique, qui a été particulièrement violente parce qu'on est en même temps qu'une hausse des taux classiques de fin de cycle, dans ces tentatives de banque centrale de normaliser un petit peu les excès auxquels elles se sont livrées pendant 10 ans. Donc c'était plus violent que la normale, mais c'était un schéma classique. Mais on a assisté à une palinodie des banques centrales. Oui. Les banques centrales ont dû se rendre compte que la collision était extrêmement douloureuse pour les marchés. Les marchés sont un peu autoréalisateurs. Si les marchés baissent, la confiance, l'effet richesse pour les consommateurs commence à se retourner. Et donc les banques centrales ne peuvent pas ignorer le comportement des marchés. Et donc effectivement, dès le mois de janvier, elles ont dû baisser la garde. Donc on rentre en 2019 dans un schéma complètement différent. Ce n'est plus une collision entre un ralentissement économique et des banques centrales droites dans leurs bottes. C'est un ralentissement économique avec des banques centrales dont la seule question est de savoir dans quelle mesure elles pourront assouplir leur politique monétaire pour que le ralentissement économique soit relativement bénin. C'est une question beaucoup moins dramatique que celle de l'an dernier. Mais du fait du ralentissement économique, on ne peut pas espérer que le changement de pied des banques centrales nous fournisse un carburant supplémentaire pour les marchés financiers. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer une sorte de rebond en forme de V qui, après le ralentissement, amènerait un rebond majeur. Les marges de manœuvre des banques centrales ne sont pas telles, me semble-t-il, qu'elles permettent ce rebond violent, comme il avait eu lieu à peu près en 2016. Il faut se souvenir qu'en 2016, on avait eu un rebond fort qui s'était traduit dans les marchés actions. Et les marchés cycliques avaient surperformé, l'Europe s'était très bien comportée. Pourquoi? Parce que après le ralentissement de 2014-2015, il y avait une vraie baisse des politiques monétaires, baisse des taux aux États-Unis et relance chinoise. Donc rebond, et là, rebond en forme de V, si j'ose dire. 2019 ne se présente pas de cette manière-là. Je parlerais plutôt d'un rebond en forme de U. Et donc la partie basse du U, si c'est 2019, en effet, pour reprendre votre phrase du début, c'est une phase beaucoup moins dramatique, peut-être un peu plus ennuyeuse que la partie de baisse ou la partie de hausse. Alors on risque de s'ennuyer aussi parce que les croissances bénéficiaires vont être bien moindres en 2019 que les années précédentes. Oui, absolument. Et de ce point de vue-là, les analystes se sont réveillés un petit peu, si j'ose dire. C'est un grand classique des analystes, d'être toujours un petit peu optimiste en début d'année et puis de revoir au fil des mois leur optimisme. Là, ils ont commencé 2019 en réduisant leurs estimations de résultats. Mais est-ce que les attentes sont faibles cette année, incontestablement. Mais est-ce que le mouvement de révision des croissances bénéficiaires est fini? Je pense qu'il a fait l'essentiel de son parcours. Je pense qu'on peut considérer, alors c'est là que ça va devenir intéressant pour les gérants actifs, on peut considérer que dans des secteurs cycliques, les estimations de résultats ont peut-être été révisées un peu trop à la baisse. Il y a peut-être eu un mouvement de panique là. Et à contrario, cette confiance extraordinaire dans les secteurs défensifs, l'agroalimentaire, les utilities, les services publics, là, il y a peut-être un petit peu d'optimisme. Donc la panique a amené peut-être à quelques excès dans un sens et dans l'autre. Et dans les prochains mois, me semble-t-il, ça va être un retour à quelque chose de plus classique qui aura lieu. Bon, si je vous écoute, donc on aura un ralentissement, mais maîtrisé, des banques centrales au soutien, donc finalement on est tranquille. Très bien, mais on postule dans ce scénario que les choses se passeront plutôt bien en Chine. Alors certes, on a des mesures de relance assez importantes, mais elles sont bien moindres que celles qui avaient été
mise en œuvre en 2008. En 2008, c'était 13% du PIB. Hein, et même en 2016. Hein. Et même en 2016. 2016, c'était 8-9% du PIB. Là, on est à combien? 2-3%. 2-3%. Donc, on stabilise la croissance en Chine, on essaye, mais il ne faut pas attendre monts et merveilles non plus de la croissance chinoise. Est-ce que, du coup, puisqu'on a une stabilisation, finalement, il ne faut pas non plus ne pas trop espérer un rebond pour les exportatrices européennes des bénéfices? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas espérer grand-chose. Et d'ailleurs, il ne faut pas espérer grand-chose des marchés actions non plus. Je pense que là où la classe d'actifs qui vraiment attend trop, mais de manière négative, c'est la classe d'actifs obligataire. Quand vous voyez la baisse des taux d'intérêt, les taux d'intérêt longs, les taux allemands qui sont à 0% désormais, là, ils reflètent une vision quand même très pessimiste de la dynamique économique. C'est peut-être ces marchés-là qui sont vraiment un petit peu excessifs. Et donc c'est là que se situe le risque? Oui, je pense. Principalement. Je pense, oui, les marchés de taux aujourd'hui sont vraiment extraordinairement pessimistes. Alors, je ne sais pas ce que vont être les 2-3 mois qui viennent, mais il me semble qu'à un moment donné, on va avoir soit une stabilisation et finalement la partie montante du U au final quand même un jour, soit une remontée de l'inflation aux États-Unis. Et dans les deux cas, les marchés de taux devront refléter le fait que ce n'est pas encore la fin du monde quand même. Bon, on a compris, on va s'ennuyer, en tout cas si on joue les indices, et votre raisonnement vous amène à dire que finalement, ce sont les gestions plutôt actives qui vont faire du stock picking notamment, qui vont aller chercher les bons titres, qui vont se distinguer. Pour faire de la performance, il va falloir finalement faire du cas par cas. Oui, alors gestion active, du directionnel. Voilà, c'est ça. Donc gestion active, ça peut vouloir dire deux choses. Soit faire du directionnel, donc être vraiment capable de gérer les mouvements de marché. De ce point de vue-là, il fallait être très actif en 2018. Là, la façon d'être actif, je dirais, en 2019, c'est pas tant de faire des grands paris directionnels, mais de trouver les titres qui, et c'est pas si facile, hein, qui aujourd'hui sont encore sur des perspectives de résultats suffisamment intéressantes, mais qui ne sont pas encore trop chers. C'est ça la difficulté de 2019. De la croissance visible, en somme. Voilà, la croissance visible, mais qui ne soit pas déjà survalorisée. Ouais. Oui, alors c'est en effet difficile de trouver les bons titres, parce qu'aujourd'hui, on a des marchés qui ont bien remonté, et les valorisations, vous dites, sont correctes. Oui, alors elles sont d'autant plus correctes sur ces secteurs à forte visibilité. Quand vous regardez sur les 6 derniers mois, c'est-à-dire que si vous prenez en compte à la fois la baisse de la fin de l'année dernière et le rebond des 3 derniers mois, vous constatez qu'il y a 2 secteurs en gros qui sont en net progrès sur les 6 derniers mois. C'est le secteur de l'agroalimentaire. Vous êtes à plus de 10-12% sur 6 mois, alors que le marché est à peine revenu à l'équilibre. Et l'autre secteur, c'est les utilities, donc on va dire les services aux collectivités, où là aussi on est sur des performances de même nature. Il est clair que sur ces secteurs-là, les valorisations aujourd'hui ont profité de cette qualité de visibilité. Et je pense qu'il est très difficile dans ces secteurs-là de trouver des choses particulièrement intéressantes. Alors, abordons le problème sous l'angle géographique, Regardons les différents marchés, où se nichent finalement les principales opportunités. En Europe, vous les voyez où? Est-ce que vous les voyez d'abord en Europe? Parce que finalement, on a un ralentissement qui est plus prononcé qu'ailleurs. Oui, et puis une dépendance au cycle chinois aussi plus importante. Et ça c'est absolument clé. Ça ne nous plaît jamais de reconnaître ça, nous, en Europe. Mais on est une économie extrêmement ouverte sur l'extérieur et qui donc a son destin seulement partiellement en main. La demande domestique n'est pas la clé pour les marchés européens. La clé, c'est la composante extérieure. Donc en effet, la réponse à votre question, elle n'est pas en Europe, elle est plutôt à l'extérieur, en Chine et aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, on le disait à un instant, les choses sont assez médiocres en réalité. La Chine se stabilise aujourd'hui, ce qui n'est pas en soi enthousiasmant ni alarmant, mais ce n'est pas ça qui va donner une dynamique vraiment forte pour les exportateurs européens. Et de la même manière aux États-Unis, on est encore dans une phase de ralentissement. Donc là aussi, on n'a pas des perspectives enthousiasmantes. Donc on a quelque chose sur l'Europe, et encore une fois, je suis désolé de ne pas arriver aujourd'hui avec quelque chose qui donne des envies extraordinaires d'investissement, mais on a une perspective qui en effet est pas très enthousiasmante. La seule chose
qui est très positif, encore une fois, c'est que le marché a été lucide là-dessus et que les comportements aujourd'hui sur les cycliques font penser qu'on n'est pas très loin de valorisations qui commencent à redevenir intéressantes. Donc toujours avoir en tête que l'économie, c'est très important, mais que la façon dont c'est déjà reflété dans les marchés est absolument essentielle. Aujourd'hui, l'économie n'est pas du tout enthousiasmante, mais la bonne nouvelle, c'est que les marchés, cette fois-ci, ont les yeux à peu près ouverts en ce début d'année, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui n'était pas le cas l'an dernier. Donc pas d'enthousiasme à l'égard de l'Europe. Les États-Unis, parce que là, on a des valorisations plutôt tendues, mais en même temps, on a un surcroît de croissance par rapport à l'Europe. Ouais, alors effectivement, les États-Unis ont cette vertu qui nous fait toujours mal, à nous, Européens, mais qui perdure, qui est que vous avez une structure de l'économie américaine qui inclut beaucoup plus qu'en Europe des grandes valeurs de croissance, très forte visibilité, non cyclique, avec des croissances bénéficiaires considérables, une capacité à préserver ses marges, etc. On le sait tous, on n'a pas Facebook, Google, Apple et les autres en Europe. Donc il n'est pas faux, et j'ai le regret de le reconnaître à chaque fois, que dans ces moments économiques de croissance faible, voire même de ralentissement, de taux d'intérêt bas, là où les choses sont vraiment pas enthousiasmantes, ce type de valeurs continue d'être là où les capitaux vont se mettre. Et par conséquent, ils sont chers. Et donc, il faut être très discipliné dans la façon d'investir dans ces valeurs-là. Quand ils s'envolent excessivement, il faut prendre ses profits. Quand, en revanche, ils prennent des bouillons historiques, comme c'était le cas l'an dernier, regardez le parcours de Facebook en 2018, là, il ne faut vraiment pas hésiter et considérer des points d'entrée. Donc, la mécanique de croissance des GAFA, puisqu'on parle, n'est pas cassée selon vous? Non seulement elle n'est pas cassée, mais elle est parfaitement adaptée pour nous, investisseurs, à ces périodes de ralentissement économique. C'est là que la prime de visibilité, de croissance, de maintien des marges prend toute sa valeur. Quid des émergents? Oui, alors les émergents, on est obligé de rappeler à chaque fois que c'est un univers éminemment hétérogène. Absolument. On met des choses très différentes entre elles, et en plus, qui parfois sont complètement opposées. Entre un producteur de pétrole et l'Inde, qui est le plus gros importateur, il est clair que les comportements boursiers sont complètement différents. Aujourd'hui, si on veut parler de l'Asie, on est considérablement influencé par la dynamique chinoise. Or, on le disait, la dynamique chinoise, après s'être ralentie fortement l'an dernier, devrait se stabiliser. Pas beaucoup mieux que se stabiliser en effet, mais se stabiliser, ce qui donne un environnement, je dirais, de stabilisation plutôt favorable pour l'Asie. Et le corollaire de cela, et toujours l'avoir à l'esprit pour le monde émergent, c'est le dollar. Tant que la Banque centrale américaine est dans ce demi-tour, cette volte-face qu'elle a réalisée en début d'année, on voit mal le dollar s'apprécier. La politique monétaire américaine. C'est plutôt favorable aux émergents. Voilà, c'est ça. Donc ça donne un contexte, là encore une fois, qui est complètement différent de celui de l'an dernier. L'an dernier, réduction des liquidités en dollars, donc force du dollar, vent de face terrible pour le monde émergent. 2019, la Banque centrale américaine fait marche arrière, le dollar ne peut plus monter, donc environnement beaucoup plus favorable. Ça permet sur le monde émergent et en particulier sur l'Asie d'avoir en effet aujourd'hui des perspectives qui sont plutôt favorables. Mais dans ce monde émergent, vous êtes plutôt action ou dette? Là, je pense qu'on peut à peu près considérer que les deux classes d'actifs ont un intérêt? Oui, ont un intérêt pour des raisons différentes. Pour les actions, c'est ce à quoi je me référais en fait à l'instant. C'est le fait qu'on a un environnement à la fois devises et croissance provenant de la Chine qui est à peu près stabilisé. Donc, on peut trouver dans cet environnement-là des investissements qu'on a envie de faire. Sur la partie obligataire, on est dans cet avantage que les taux d'intérêt aux États-Unis sont vraiment en train de baisser considérablement, ce qui crée en relatif une prime de rendement sur le monde émergent assez favorable. Donc on est à la fois sur les devises et sur le potentiel de baisse à la fois d'inflation et donc de taux d'intérêt, également dans une circonstance assez favorable. Donc je pense que le monde émergent sur les deux classes d'actifs est quelque chose d'intéressant pour 2019. Didier, merci. Merci.